Bonne année 2026 et bienvenue dans ce premier Cinébobcast de l'année. Et cette année, c'est promis, on se retrouvera beaucoup plus régulièrement. En effet, j'ai une situation qui me permet d'aller bien plus souvent au cinéma puisque c'est devenu mon lieu de travail. Alors des sorties en 2026, je vais pas en louper des masses. Pour le meilleur et aussi pour le pire. Et en parlant de pire, si on commençait cette année en parlant des mauvais films de 2025. Comme ça c'est fait. Le flop film est plus facile et rapide à écrire qu'un top. Pour le top, je dois revoir les films, essayer d'écrire des trucs pertinents, alors que pour les flops, beaucoup moins. Enfin si, j'essaye d'être quand même un petit peu pertinent, mais au moins je dois pas tous les revoir, parce que sinon ça me ferait une belle grosse semaine pourrie quand même. Un peu comme pour le top, vous verrez, c'est pas un nombre précis, c'est pas un top 20 ou un top 15 ou un top 10, ce sera tous les ans les films qui méritent pour moi d'être mentionnés, dans les meilleurs comme dans les pires. Parfois il y en aura 23, parfois 12, ça dépendra du cru, des deux côtés. Et je tiens à le préciser, il y a des films qui ne seront pas dans cette liste simplement parce que je les ai pas vus. Genre Minecraft, il y aurait sans doute eu sa place, mais franchement, j'ai pas eu le courage de m'infliger ça. Le remake de Lilo et Stitch, pareil, je l'ai pas encore vu, mais j'en parlerai en vidéo sur la chaîne principale d'ici la fin du mois. Donc, gardez un œil là-dessus. Mais vous inquiétez pas, on va quand même parler de Disney. Ouais. Bon, comme ça tout est clair, est-ce qu'on commencerait pas par quelques mentions déshonorables ? On va prendre ça dans l'ordre de visionnage. J'ai repris ma liste Letterboxd de films vus cette année. D'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez me suivre sur Letterboxd. Bon, du coup, qu'est-ce que j'ai vu d'un peu nul ou de décevant cette année ? Alors, début de l'année, on a eu Wolfman de Lee Whannell, qui était assez décevant. Surtout après son excellent Invisible Man, je m'attendais à clairement mieux. Mais aujourd'hui, presque un an plus tard, j'ai que très peu de souvenirs en fait de ce film. C'était très prévisible, visuellement pas ouf. 90% du film se passant fatalement de nuit, et la moitié du temps, on voit rien. Restent quelques idées thématiques intéressantes mais mal exploitées, comme l'impossibilité que va avoir le couple à communiquer ou la violence masculine transmissible comme une maladie, mais il n'en fait finalement pas grand chose, et on regarde le film se dérouler comme sur des rails. C'était ma première déception de l'année, mais il y en a eu d'autres. Comme Sinners, on passe très vite dessus, c'est pas un mauvais film, et jamais il aurait été vraiment dans mes flops, mais dans le genre, ouais, c'était une déception. Sans doute parce qu'il avait été méga hypé avant sa sortie, mais au final, excepté deux scènes musicales excellentes, quand ça bascule dans le film de genre, c'est plutôt basique Sinners en fait. Mais c'est vraiment juste pour une petite mention, c'est du 2,5 sur 5, c'est loin d'être le pire truc que j'ai vu cette année. Un peu pareil pour Hurry Up Tomorrow, le film porté par The Weeknd. Beaucoup ont parlé d'ego trip, et clairement faire un film où tu joues ton propre rôle, stalké par Jenna Ortega, ouais, y a de ça. Mais d'un autre côté, je trouve que Abel Tesfaye, The Weeknd donc, ne se donne pas le beau rôle non plus. On le voit brisé, drogué, hanté par ses démons. La première scène est pour moi révélatrice. On le voit s'échauffer la voix en gros plan, et c'est volontairement ridicule. Ça le met pas forcément en valeur, quoi. Je pense honnêtement qu'il a voulu montrer un côté très vulnérable, qu'il a aussi dans sa musique. Mais le problème c'est que c'est un immense bordel le truc. De la part de quelqu'un qui arrive aussi bien à raconter des histoires dans ses albums, je trouve ça lunaire qu'il en soit incapable, lui et l'équipe derrière évidemment, une fois que ça passe au cinéma. Il n'y a aucune mise en scène autour des morceaux, alors qu'on est quand même dans une année où il y a eu l'incroyable, et on en parlera dans une autre vidéo, Better Man avec de la musique de Robbie Williams, et de la mise en scène incroyable autour de morceaux déjà connus. Là, ils auraient pu faire tellement de choses dingues vu l'univers de The Weeknd, mais la mise en scène s'en fout, elle met parfois une musique en fond comme ça, mais il n'y a rien de visuellement impactant. Il y a beaucoup plus de recherche en fait dans la plupart de ces clips. Heureusement, évidemment, la BO est bonne et il y a quelques chouettes idées visuelles en dehors de ça, en dehors des passages musicaux, mais globalement, c'est un clip d'1h40 et vraiment pas son meilleur clip, quoi. Mais bon, de nouveau, ça a la moyenne chez moi, c'est pas dans les flops. Autre déception, The Last Showgirl avec Pamela Anderson, c'est touchant le côté méta de prendre Anderson pour jouer cette vieille gloire, c'est pertinent, mais c'est archi plat et j'ai pas du tout supporté le jeu de l'actrice, qui s'efforce de prendre une voix de gamine tout du long, et après 2 scènes, j'en pouvais déjà plus. C'est The Wrestler d'Aronofsky, mais avec une danseuse de Las Vegas, et sans le charisme de Mickey Rourke. Bref, c'était pas ouf. Le suivant, vous êtes sans doute passé à côté, et en soi c'est pas très grave, The Damned de Roberto Minervini, un film contemplatif qui se passe pendant l'hiver 1862, pendant la guerre civile américaine. Alors dans l'idée, pourquoi pas, hein, mais dans l'exécution, c'était 88 minutes avec un ressenti de 4h30, et c'était pas super agréable. En 2 mots, c'était joli, mais qu'est-ce que je me suis emmerdé. La mention suivante, c'est la preuve que A24 et 24 peut aussi sortir des films nuls, avec La mort d'une licorne, porté par le duo Paul Rudd-Jenna Ortega. Déjà 2 fois qu'on la cite, faudrait peut-être penser à changer d'agent, madame, c'est pas possible d'enchaîner les films de merde comme ça. La mort d'une licorne, c'est la scène du camping-car de Jurassic Park 2. Ah si, vraiment, sauf que c'est pas un camping-car, mais c'est une grosse baraque de riches,
et c'est pas des T-Rex, c'est des licornes. Une petite pensée aussi pour les effets spéciaux qui sont très vilains. Mais c'était pas les plus moches de l'année, pas du tout. Echo Valley sur Apple TV avec Sydney Sweeney et Julianne Moore, qui prouve encore une fois qu'un duo intéressant ne donne pas un bon film si le scénar est tout pété. Altonite avec 2 fois Robert De Niro, qui prouve que même un duo d'acteurs qui est 2 fois le même acteur, et que cet acteur c'est Robert fucking De Niro, si l'histoire que tu racontes est un peu chiante, ton film le sera aussi. Cet été, Together était clairement le film d'horreur le moins intéressant du trio, avec Bring Her Back et Weapons. Mais Together, c'était une bonne idée de base, qui tient pas sur 1h40 de film en fait. Une fois qu'on a compris l'idée, on sait vers où ça va, et on attend juste que ça passe. Un petit film français, Jean Valjean avec Grégory Gadebois, ça aurait pu être bien, mais non, c'était un téléfilm sur grand écran. Ça raconte un passage pas très intéressant de la vie du héros des Misérables, et Bernard Campan avec une perruque, c'est marrant 2 minutes, mais ça suffit pas à tenir un film. Et enfin, pour terminer les mentions, Wicked 2, c'était beaucoup moins bien que le 1, c'était trop long, tout est prévisible, l'acte 1 du musical est bien mieux, donc ils se sont retrouvés bloqués par leur propre dispositif, à devoir adapter le deuxième acte en essayant tant bien que mal de le rendre aussi impactant que le premier, mais c'était perdu d'avance. Les personnages changent de comportement sans raison, juste pour que le scénario avance, c'est toujours filmé à contre-jour, et franchement, je l'ai vu il y a un mois, et j'ai déjà oublié les 3/4. Allez, on passe au plat principal, c'est parti pour le flop film de 2026 et on va parler de 17 longs métrages. Vous inquiétez pas, je vais faire ça vite. En tout cas, je vais essayer. 17ème position. Alors, il y a un mot qui risque de revenir quelques fois dans cette liste. En plus des mots nul, mauvais, vilain, raté, insupportable, moche, enfin, il y a tout un champ lexical qui risque de revenir beaucoup puisqu'on parle de mauvais films, donc fatalement, il n'y a pas 150 000 synonymes. Mais le mot qui va revenir aussi beaucoup, c'est le mot plateforme. Parce que ouais, quand tu produis des films juste pour remplir un catalogue, tu fais pas forcément gaffe à la qualité de ton bousin. Tu tapes quelques têtes d'affiches qui vont faire cliquer et t'espères que ça va faire un petit buzz. Et pourquoi pas te ramener 2-3 abonnés. Et parfois, j'avoue, j'ai jeté un œil à ce genre de production, et le résultat est sans appel. Sur 17 films, il y en a plus de la moitié qui proviennent de plateformes. Ouais. Bon, il y a aussi le fait qu'on fait parfois plus gaffe à ce qu'on va voir en salle, puisqu'il faut se déplacer, payer le billet, etc. Alors que là, on est dans son canapé, devant Netflix ou Prime, on cherche un peu, et puis on voit une tête qu'on connaît, et on clique. Donc, on a plus de chances de tomber sur un film de merde sur plateforme. C'est logique aussi. Mais ce premier film ne va pas nous amener sur Prime ni sur Netflix, mais bien sur Apple TV, qui sort chaque année des séries incroyables, encore en 2025 avec la saison 2 de Severance ou Pluribus, mais galère souvent beaucoup plus quand il s'agit de films. Et pourtant j'avais un peu d'espoir en lançant De Gorge, de Scott Derrickson. Déjà le nom du réal, à qui on doit le très bon Sinister, mais qui est aussi le réal de Doctor Strange ou de Black Phone, que j'ai rattrapé récemment et qui est vraiment très très con. Puis, si on revient encore en arrière, Le jour où la Terre s'arrêta et L'exorcisme d'Emily Rose, c'était aussi bien nul. Ouais, bon, en gros, je me raccroche à Sinister parce que le gars a donc fait au moins un bon film dans sa vie, et donc peut-être qu'un jour, il va réitérer l'exploit. Peut-être. Ici, on est sur un pur film de commande. On tape 2 bons acteurs beaux gosses dans 2 tours pour garder des trucs hyper secrets, on trouve une excuse débile pour qu'ils aillent dans cet endroit hyper secret, on met quelques scènes d'action, on rajoute quelques explications débiles à la fin, et basta. C'est vraiment rien de plus que ça, De Gorge. Et les 2 acteurs en question, c'est Miles Teller et Anya Taylor-Joy. Ils sont séparés par un immense ravin, ils s'observent quelques semaines avec leurs jumelles, et à un moment, ils se disent qu'ils se sentent quand même hyper seuls, et que quitte à être ici, autant se rejoindre pour tirer un coup. Quelques coups de rein et 2 péripéties plus tard, ils sont tombés dans le trou pour une raison archi-conne, et même si l'idée derrière les créatures que contient la fameuse gorge est pas mal, les FX sont vraiment très vilains. Quand le peu de souvenirs qui me restent d'un film sont liés à la débilité du scénar et à des effets spéciaux pas ouf, c'est pas hyper bon signe. 16ème position. On reste sur une plateforme qui fait d'excellentes séries, mais on va basculer cette fois sur HBO Max, qui a été chercher 4 stars du petit écran pour ajouter un peu d'intérêt dans un truc balisé de A à Z. Un film de maison hantée et de possession mi-horrifique, mi-humoristique, déjà vu 1000 fois, de parenting, ou apparemment Un week-end en enfer pour son titre VF, réalisé par Craig Johnson. Les stars en question, qui jouent les parents d'un jeune couple, invités à passer quelques jours dans un Airbnb un peu lugubre, c'est Lisa Kudrow, la Phoebe de Friends, Dean Norris, Hank de Breaking Bad, Eddie Falco, connu pour Les Sopranos où elle joue la femme de Tony, Carmela, et enfin le patriarche de Succession, qu'on a aussi vu dans X-Men par exemple, Brian Cox.
Et au moins on peut pas enlever au film que les acteurs s'amusent bien, surtout Cox, qui va à un moment donné être possédé avec tout le cabotinage que ça peut engendrer. Le spectateur, lui, s'amuse vachement moins en fait. C'est cousu de fil blanc, le rythme est tout pété, genre à un moment, il y a tout qui s'arrête pour que chaque personnage puisse avoir la petite scène de dialogue, la petite conversation qui va résoudre X ou Y intrigue. Vraiment, c'est très paresseux. Puis c'est clairement un film d'Halloween que HBO a balancé mi-mars. Ça prouve bien qu'ils en avaient pas grand chose à foutre. 15e position. On a parlé vite fait de Wolfman, mais cette année, il y a un autre film pas ouf qui penche un peu vers la lycanthropie. Enfin, pas totalement du loup-garou en fait, plutôt du chien-garou, puisque dans Night Beach, de Marielle Heller, on va suivre Amy Adams tenter de survivre à la routine d'être mère au foyer, tout en, peut-être, on sait pas trop si c'est dans sa tête ou pas, se transformer petit à petit en chien. En Belgique, ça a été balancé directement sur Disney+, et qu'est-ce qu'on peut en dire? Encore une fois, que sur papier, l'idée est pas forcément mauvaise. Cette mère qui sombre petit à petit dans une certaine folie, la symbolique de la transformation, ce rôle de mère au foyer qui devient tellement insupportable que ça vire presque au body horror, ça aurait pu être intéressant. Et Amy Adams donne de sa personne, mais voilà, c'est pas assez bien traité que pour être prenant, et c'est absolument jamais marquant ou mémorable. À l'époque, dans le podcast, j'avais dit que c'était Black Swan avec une mère en dépression, ou un film de loup-garou sous Xanax. Je sais pas trop, mais je crois que je m'en fous. Donc ouais, comme tout mauvais film de plateforme, c'est vite vu, vite oublié. 14e position. On arrive enfin sur un film que j'ai vu au cinéma, et celui-là, si je l'avais pas vu au cinéma, j'aurais clairement éclaté de rire pendant la dernière scène. On entre dans le Nicole Kidman trompe son mari dans des mauvais films Cinematic Universe, qui aura droit à 2 entrées dans ce flop film, et dans ce premier, ce mari c'est Antonio Banderas, et l'amant c'est le beaucoup plus jeune Harris Dickinson. Vous l'aurez peut-être reconnu si vous avez vu le film, je parle du très mal écrit Baby Girl de Alina Rain. C'est assez simple, vous mettez Nicole Kidman en chef d'entreprise dont le mari est nul au pieu, un interne bien plus jeune qu'elle choisit parce qu'elle le voit calmer un chien agressif, zéro blague, vous ajoutez quelques scènes un peu sensuelles, une intrigue écrite avec des moufles, et vous avez Baby Girl. Parce que vous comprenez, la chienne en fait, c'est un peu elle, alors elle doit aussi se faire dresser. J'exagère même pas, c'est exactement ce que montre la dernière scène du film, avec un montage alterné d'une subtilité rare. Ça veut être une étude de personnage, mais on s'en fout du début à la fin. Ça veut être un film sur le désir féminin et le pouvoir, mais c'est tellement plat que ça n'a pas dû exciter grand monde. Et puis il n'y a aucun monde où Antonio Banderas est nul au pieu. De toute façon. 13e position. On reste en salle avec une sortie un peu plus récente, parce que cet été, on a eu droit, sur Disney+, à la série Alien Earth, qui a très bien commencé, puis s'est enlisée, d'épisode en épisode, jusqu'à devenir complètement daubé sur la fin. Mais pourquoi ne pourrir qu'une seule saga de la Fox, s'est dit Disney. Du coup, ils ont aussi sorti Predator Badlands. Et pourtant, j'avais de l'espoir pour celui-là, parce que, réalisé par Dan Trachtenberg, à qui on devait déjà le sympathique Prey, mais aussi, en collaboration avec Joshua Wasung pour l'animation, le Predator Killer of Killers, film en animation 2D, sorti directement sur Disney+, plus tôt cette année, et que pour le coup on retrouvera dans un autre classement, et pas dans les flops. Trachtenberg, ça se voit, sa passion, c'est les Predators. Il adore les Yautja, le nom de l'espèce qui a pas une gueule de porte-bonheur. Et dans les premières minutes, on sent qu'il veut installer toute une mythologie, un lore très stylé, même si on a un peu l'impression d'être dans une série Star Wars, visuellement. Mais notre héros, Dec, quitte vite sa planète pour partir sur une autre, combattre une grosse créature pour prouver qu'il est digne d'être un Predator. Et là, on a 1h30 très classique, avec une Elle Fanning en robot qui n'arrête pas de causer, faudrait pas que le public s'ennuie. Et encore pire, un genre de singe de l'espace qui est là pour être mignon et marrant. Donc on résume, on a un héros qui doit prouver sa valeur, une copine sympa, et une bébête mignonne. On n'est pas chez Predator là, on est chez Disney. C'est aseptisé au possible, c'est d'ailleurs le premier film de la saga à être classé PG-13, et du coup, malgré une bonne ouverture et un final qui redonne de l'espoir, le film glisse dans le fond du panier de la série Predator, qui pourtant ne compte pas beaucoup de bons films. 12e position. Retour sur Netflix avec le seul documentaire du lot, et celui-là je vais passer très vite dessus. C'est The Liver King, de Joe Perlman, un docu qui revient sur la vie de Brian Johnson, un influenceur qui se vantait de bouffer que de la viande et des abats crus, genre le foie,
d'où son surnom. Il a profité de sa hype pour vendre des compléments alimentaires et se faire un max de thunes, puisqu'il assurait que c'était ce mode de vie qui lui avait donné son corps musclé. Sauf qu'en fait, surprise, c'était un arnaqueur et il se dopait. Non vraiment, 1h10 pour raconter ça, c'était pas nécessaire. 11e position. Cette année, on a eu de bons films d'horreur. Weapons, c'est très surcoté, mais c'était pas mal, et Bring Her Back était vraiment efficace dans son style. Mais vous savez ce qui était surcoté aussi ? Longlegs il y a 2 ans, réalisé par Osgood Perkins. Et ben vous savez quoi ? En 2025, il est revenu. 2 fois. D'abord avec The Monkey, adapté de Stephen King, c'était pas nul, c'était très oubliable, et puis en cette fin d'année avec Keeper ou L'élu en VF. Et alors là, qu'est-ce que t'as essayé de nous faire ? En fait, le plus frustrant, c'est qu'il y a des super images de cinéma là-dedans, comme dans Longlegs finalement. Ici, toute la fin, le design de certaines créatures, il y a des idées excellentes. Sauf que pour arriver à ça, il doit raconter une histoire, et ça, il a plus de mal. Donc on se traîne difficilement, on lutte contre l'ennui pendant 1h30, mais on perd clairement contre l'ennui, pour arriver à un final certes visuellement intéressant, mais qui véhicule un message qu'on a vu 1000 fois, et sans doute au moins 100 fois juste cette année. Perkins est un bon créateur d'images, mais un très pauvre conteur. C'est pour ça, par exemple, que ses bandes annonces sont meilleures que ses films. Parce que la narration, c'est pas trop pour lui. 10e position. Vous vous souvenez de la formule pour les films de plateforme ? Une idée sympa qu'on va pas bien exploiter et quelques stars en tête d'affiche ? Le boss final de ce concept cette année, c'était un produit Apple TV. Et quand je vois les gens attachés au projet, devoir le mettre dans mon flop 10 de l'année, ça fait mal. On le sait, depuis le temps, Guy Ritchie s'est un peu paumé à Hollywood. Son Roi Arthur a été une catastrophe, même si je maintiens que le film n'était pas si mauvais que ça. Son Aladdin était lui par contre ignoble, et cette année, il revient aux commandes d'un film d'action-aventure porté par John Krasinski et Natalie Portman. Franchement, comme ça donne envie, non ? Et pourtant, Fountain of Youth, sorti directement sur Apple TV donc, c'est très compliqué. Parce que le scénario ne fait aucun effort, parce que l'action est faiblarde, parce que les acteurs sont visiblement là juste pour payer leurs impôts, et parce qu'on n'y retrouve jamais la patte de Ritchie. Guy Ritchie, il a une vraie identité quand même. On parle du gars qui a fait Snatch, Revolver, Rock'n'Rolla. Même ces Sherlock Holmes, qu'on les aime ou pas, c'est indéniable qu'il y a une patte, un style, et des idées. Ici, franchement, ça aurait pu être réalisé par n'importe quel yes man que ça aurait eu exactement la même gueule. Et ça me fait mal de le dire. Parce que de nouveau, John Krasinski en sous-Indiana Jones qui parcourt le monde avec sa sœur Natalie Portman, t'ajoutes à ça Domhnall Gleeson ou Elisa Gonzalez sous la houlette d'un mec comme Guy Ritchie, ouais, je suis preneur, tous les jours. Mais le résultat est ultra décevant, quoi. Je pense que c'est ça. C'est vraiment pas le film le plus nul de la liste, mais je crois que c'est celui qui avait le plus de potentiel, et donc celui qui m'a le plus déçu. Mais on en est qu'à la 10e position, donc il y avait bien pire cette année. Malheureusement. 9e position. Si le film de Guy Ritchie avait tout pour être cool, le film à cette 9e place, c'est tout le contraire. Et pourtant Netflix avait mis les moyens. Ils ont posé 320 millions pour ça. Franchement, je suis plus ou moins certain qu'on appelle ça du blanchiment d'argent. Dès sa bande-annonce, on savait que ça allait être pas ouf. Mais j'ai quand même osé mater The Electric State des fameux frères Rousseau, avec son casting moins 5 étoiles, Chris Pratt et Millie Bobby Brown. Une grosse bouillie numérique avec 2 acteurs très moyens, si on veut être sympa. Franchement, qu'est-ce qui aurait pu mal tourner, hein ? Je vais être honnête avec vous, j'ai vu ce film à sa sortie, et je crois que 3 jours plus tard, j'avais plus aucun souvenir. Le scénar est basique et prévisible, Chris Pratt joue toujours le même rôle, c'est toujours du sous-Star-Lord, sauf qu'ici il a une perruque, vraiment c'est insupportable. Ça se base sur un matériau qui a l'air ultra cool, mais ça réussit à en faire un produit formaté très moche, et puis surtout, qu'est-ce qu'on s'emmerde ? 2h10 de vide, si vous l'avez pas vu surtout, faites que ça ne change pas. D'ailleurs le film s'est un peu planté sur Netflix, et en vrai, c'est un peu mérité. 8e position. Cette année devait être l'année du renouveau super-héroïque. Des nouveaux 4 Fantastiques, des nouveaux Avengers dans les Thunderbolts, un nouveau Superman. L'été a été plutôt chargé et, comparé aux années précédentes, pas déshonorant au niveau qualité. Le Superman de Gunn était très cool, Thunderbolt avait quelques idées visuelles et thématiques qui fonctionnaient bien, et les 4 Fantastiques, le plus faible des 3, et de loin, étaient tout de même regardables.
Sauf que bien plus tôt dans l'année, on aurait tendance à l'oublier, mais le MCU était déjà revenu, avec ce qu'il peut produire de pire, puisqu'en février était sorti Captain America 4, Brave New World, réalisé par Julius Onah, avec Anthony Mackie en Sam Wilson qui reprenait le bouclier de Steve Rogers. Une production cataclysmique, la moitié du film est issue de reshoot, une narration aux fraises, mais surtout un film qui, alors qu'il voulait s'inscrire dans la lignée de Winter Soldier, n'ose jamais réellement avoir un propos politique, alors qu'on a littéralement le président des États-Unis qui devient une grosse bête rouge incontrôlable. Dans l'Amérique d'aujourd'hui, avec le président qu'ils ont, vous pensez pas qu'il y avait peut-être quelque chose à faire? Mais non, faudrait surtout pas se mouiller et risquer de se mettre une partie du public à dos. Ce serait dommage. Puis dans son déroulé, on sent que la transformation du président, jouée, excusez du peu, par Harrison Ford, en Red Hulk, était censée être une surprise. La mise en scène l'entourant de rouge quand il s'énerve un peu, ça devait être du foreshadowing. Mais l'équipe marketing a paniqué. Il s'est dit que si on montrait juste Anthony Mackie dans les trailers, personne n'irait le voir. Alors ils ont tout simplement mis Red Hulk au centre de leur communication. Ben c'est bien, le film allait déjà pas être passionnant, mais comme ça il y a zéro surprise, c'est nickel, merci Marvel. Bon et puis c'est une surprise pour personne, mais les fonds verts étaient absolument hideux. Mais ça on commence à avoir l'habitude. 7ème position. Vincent Cassel comme acteur, ouais, j'aime bien. Laura Felpin, ouais, j'aime bien. Mr V, sans doute l'un des gars les plus drôles de sa génération sur YouTube. Et pourtant Banger de Somi sur Netflix, c'était l'exact opposé de son titre. Bah oui, tout le monde l'a dit, mais ils l'ont cherché aussi. T'appelles ton film Banger et tu sors un truc nul. Il fallait s'y attendre. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, on va donc suivre Vincent Cassel qui joue Scorpex, un DJ has-been, comme son nom l'indique, qui pense toujours être au top, qui va être recruté par la police française pour infiltrer l'entourage d'un autre DJ, Vestax, joué lui par Mr V, que la police soupçonne d'être dans des combines pas hyper légales. Et encore une fois, sur papier, ouais, let's go. Mais une fois sur l'écran, il n'y a pas grand-chose qui va. L'humour est au mieux cringe, le scénario est bidon, le final est expédié comme rarement, et même le fait que ce soit pas mal référencé niveau musique, principalement en musique électro, avec des caméos, une bande-son recherchée, un réal spécialisé dans le domaine, vu que moi c'est absolument pas mon univers, je peux même pas me raccrocher à ça. Et il n'y a pas grand-chose de plus à raconter, donc je vais pas broder dans le vide, c'est encore une fois une prod de plateforme vite vue, très vite oubliée, et pourtant, j'avais envie que ce soit un banger. Mais non, ça l'était pas. Vraiment pas. 6ème position. Vous le savez sûrement si vous suivez un peu la chaîne principale, Disney, ça me parle. Je me considère pas du tout comme un expert, mais vu que ça fait plus de 5 ans que j'en parle plus ou moins régulièrement, que j'ai fait des recherches dessus, etc., par défaut, c'est un peu devenu mon truc. Alors, quand des petits malins décident de récupérer les grandes figures de Disney tombées dans le domaine public pour en faire des films d'horreur, à la base, j'ai regardé ça de loin, en me disant que, ouais, pourquoi pas, mais ça me semblait tellement fauché que j'ai jamais pris le temps de me poser pour mater les premiers films. Et c'est toujours le cas, j'ai pas encore vu les 2 Winnie the Pooh, Blood and Honey, mais ça a commencé à prendre. Et cette année, ils se sont penchés sur le personnage de Bambi, que j'ai pas vu non plus, et sur Peter Pan. Et autant Bambi, Porcinet ou Winnie, je suis pas sûr de la pertinence, autant avec Peter Pan, il y avait moyen de faire quelque chose de bien glauque. Parce que, vu de l'extérieur, Peter Pan, c'est un adulte qui ressemble à un enfant, qui utilise son apparence sympathique et le fait qu'il puisse voler pour ramener des enfants chez lui. Donc ouais, pris sous un prisme plus terre-à-terre, il y avait matière à partir dans un truc bien dark. Et il y a quelques idées qui vont dans ce sens dans ce Peter Pan's Neverland Nightmare, ou le cauchemar de Peter Pan, de Scott Chambers. Sauf que c'est toujours aussi fauché, que les acteurs sont amateurs, ou en tout cas on dirait, et même l'acteur principal, Martin Portlock, qui joue donc Peter, il essaie de se calquer sur le Joker de Heath Ledger, mais c'est souvent douloureux à regarder. Mais donc oui, ça partait dans la bonne direction, parce qu'ici Peter Pan, c'est pas un petit garçon ou un ado qui sait voler, et qui est pote avec une fée. Non, ici Peter, c'est un accro à l'héroïne qui bute des enfants. Voilà. On va suivre Wendy Darling à la recherche de son frère Michael, avec l'aide de sa meilleure amie, Tiger Lily. Ils ont repris des noms pour faire genre que ça avait un rapport, mais le lien s'arrête plus ou moins là. Il y a quelques idées, j'aime assez ce qu'ils font de la Fée Clochette ou du Capitaine Crochet, mais on est quand même sur un film qui a 0 thune. Et ça se voit. C'est jamais assez horrible ni assez drôle que pour vraiment en valoir la peine. C'est 90 minutes de perdu et pourtant, c'est que le 6ème pire film que j'ai vu en 2025.
5e position. Tiens, si on retournait dans le Nicole Kidman trompe son mari dans un film de merde Cinematic Universe. Parce qu'elle est revenue après Baby Girl sur Prime Video. Le mari cette fois c'est Matthew McFadden, le Tom de Succession, et l'amant c'est le tout gentil Gaël Garcia Bernal. Et le film c'est cette catastrophe de Holland, réalisée par Mimi Cave. Holland, ça se veut être un thriller plein de suspense, mais ça passe son temps à se prendre les pieds dans le tapis, et ça en devient presque rigolo en fait. Pour faire court, Nicole Kidman soupçonne son mari de lui cacher des trucs. Elle va alors enquêter avec l'un de ses collègues, Gaël Garcia Bernal donc, qui était dans la friendzone depuis longtemps. Et la suite ne va pas du tout vous étonner. On voit tout arriver à des kilomètres, c'est bête comme ses pieds, c'est confus, ça veut aller partout mais ça n'arrive nulle part, vraiment c'est très compliqué. Et pour se donner un style, ça se passe dans une ville qui célèbre les traditions hollandaises, d'où le titre, à base de sabots, de tulipes et de moulins, et ça sert à rien, absolument à rien. Pourquoi ? Le twist est nul, les personnages n'ont aucun sens, surtout celui de Kidman, et les conséquences tombent à plat parce qu'on s'en fout. On s'en cogne, du début à la fin. C'est l'enfer. Nicole, c'est bien de tourner avec des réalisatrices et vouloir jouer des femmes fortes qui se libèrent de leur mariage nul. Mais cette année, essaye de jouer dans des bons films, s'il te plaît. 4e position. Fallait bien qu'il y en ait un. J'ai toujours pas vu le Lilo et Stitch 2025, mais je dois bien avouer que ma curiosité morbide m'a poussé à aller voir le dernier film de Mark Webb, à qui on doit, les Spider-Man d'Andrew Garfield, mais surtout 500 jours ensemble, et qui s'est retrouvé embarqué dans le projet le plus critiqué de l'année, voire de la décennie. Avant même qu'il sorte. Blanche-Neige, le premier live-action de Disney de cette année, avait déchaîné les passions sur Internet pendant des mois avant sa sortie. Dès son annonce, dès son tournage, tout le monde lui était tombé dessus, pour des raisons diverses. D'abord, son idée de faire des nains des créatures magiques, pour ne pas offenser la communauté des gens de petite taille, tout en les faisant tous les sets en images de synthèse, histoire de ne pas non plus donner de travail à des gens de petite taille. Sauf que si, parmi les brigands, il y en a un. Enfin bref. Puis il y avait une photo qui avait leak, on voyait un casting multiculturel, donc ça avait gueulé aussi. Sauf que c'était la photo d'un autre film. Mais ça, tout le monde s'en fout apparemment. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'était déjà très mal parti, et personne ne voulait aimer ce film. Parce qu'en plus, j'ai oublié le plus important, ils ont osé caster une actrice aux origines colombiennes pour jouer Blanche-Neige. Déjà qu'on avait eu une Ariel de couleur, là c'était la goutte de trop. Ouais, mais sauf que cette actrice, c'est la formidable Rachel Zegler. Impériale dès son premier rôle chez Spielberg, elle chante aussi bien qu'elle joue, et c'était finalement le seul point positif du film. Sauf que Rachel, elle a osé soutenir la Palestine, donc au revoir le public de droite, et au revoir aussi l'entente avec la costard du film, Gal Gadot, qui, je pense pas vous l'apprendre, est une très mauvaise actrice, mais aussi israélienne. Ah bah, autant vous dire que l'ambiance sur la promo du film était compliquée, et que les positions de Gadot ont fait fuir les potentiels spectateurs de gauche aussi. Et autant ça me fait plaisir qu'un live-action de Disney se plante, autant la récupération derrière, émanant parfois même de Disney, qui visait à blâmer son échec sur les déclarations politiques de Rachel Zegler, c'était sacrément dégueulasse. En gros, tout ça, c'est un immense bordel, mais on parle même pas de cinéma. Parce qu'on a beaucoup parlé de ce qui entoure le film, mais moi, c'est pas pour ça que je le place à la 4e position. Je le place là parce que c'est un gros film de merde. Mais tout ce que vous devez savoir pour l'instant, c'est que c'est une cata à tous les niveaux. Visuellement, c'est indigent. Il n'y a rien qui fait vrai. Les 7 panins sont hideux. Gal Gadot est déjà une mauvaise actrice, on le savait. Mais là, on lui demande en plus de chanter et danser. Et c'est encore pire. Non, vraiment, il n'y a rien qui va. Mais j'en garde sous le coude parce qu'on va en parler en vidéo d'ici quelques semaines de ce truc. Parce que ouais, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ça veut dire que je vais devoir le revoir. J'ai pas envie. 3e position. En vrai, celui-ci, c'est peut-être le pire du lot, parce qu'il y avait au moins du budget, un gros acteur et un réalisateur qui a prouvé qu'il pouvait être compétent, même si ça fait un petit temps maintenant. Parce que oui, Mel Gibson, avant de devenir ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire un mec qui fait plus parler de lui pour ses déclarations, et qui fait partie du trio d'ambassadeurs envoyé par Trump à Hollywood, pour être ses yeux et ses oreilles, avec Jon Voight et Sylvester Stallone, ben c'était un grand acteur avant Mel Gibson, et un réalisateur ambitieux et audacieux. Braveheart, Apocalypto, La Passion du Christ, même Tu ne tueras point en 2016, c'était pas du travail de peintre quoi.
Enfin, le mec a quand même reçu un Oscar du meilleur réal pour Braveheart. Alors le voir revenir début 2025 dans un film avec Mark Wahlberg en antagoniste, dans un film plus minimaliste qui se déroulera principalement à bord d'un petit avion, c'était intriguant. Ouais, Flight Risk, le film en question, c'était surtout super nul. Vous voyez ces films de plateforme réalisés par un yes man qui essaye juste de manger et généralement portés par une star qu'on va finalement pas beaucoup voir? Ces films dont on parle 2 jours puis qui sont oubliés pour toujours quand l'algorithme décide de mettre autre chose à la place? Vol à haut risque, c'est ça. Sauf que j'ai dû le subir sur un grand écran. Et je vois pas d'autres explications, je suis certain qu'il a accepté le projet uniquement pour financer ses suites à la Passion du Christ, qui ont été annoncées il y a quelques mois. On suit une US Marshal qui doit ramener un criminel, plus exactement l'ancien comptable d'un boss de la mafia, donc le gars en lui-même est pas forcément dangereux, quoi, c'est un comptable, hein, depuis un coin reculé d'Alaska où le mec s'était planqué. Pour ça, ils prennent un petit avion pour aller jusqu'à une plus grande ville d'Alaska, d'où ils pourront rentrer sur New York. Sauf que le pilote, Daryl, joué par Marky Mark, c'est un tueur à gages doublé d'un pervers, et le but va donc être de survivre au taré sans cracher l'avion. Et tout est raté. Les 2 acteurs principaux sont pas loin d'être mauvais. Michelle Dockery, que je connais très mal, galère un peu, en fait trop, et Topher Grace, qu'on connaît surtout pour avoir été le Eddie Brock de Spider-Man 3, a le charisme d'un mur en béton. Ok, il joue un comptable, mais quand même. Je suis censé te suivre pendant 1h30. Tu pourrais au moins faire un effort, frérot. Ajoutez à ça les classiques, hein, une écriture calamiteuse, un film qui va à son terme uniquement parce que les 3 personnages font tous, à un moment ou un autre, des choix débiles, une backstory ridicule à la Marshall pour essayer de lui donner un peu de consistance et des raisons de lutter à ce point pour sauver un criminel, des histoires de corruption à la tête de son département, un twist qu'on a vu venir à des kilomètres et une réalisation tellement pauvre qu'on peine à croire que c'est le même gars qui a fait Apocalypto. C'est sans doute... Non, c'est le pire film de la carrière de Gibson en tant que réalisateur. Et c'est resté très longtemps le pire film que j'ai vu cette année. Et puis j'en ai vu 2 autres. Allez, 2e position. Vous connaissez Terrifier? Art le clown, du sang partout, l'intérieur des gens qui se retrouvent à l'extérieur? Ouais, ça vous parle? Eh ben vous serez peut-être content d'apprendre que l'acteur qui joue Art, David Howard Thornton, a bossé sur d'autres trucs récemment. Et spoiler, c'était pas bien du tout. Il y a des producteurs qui l'ont vu faire le mime en découpant des gens et ils se sont dit si on faisait pareil mais en lui mettant des oreilles de souris sur la tête, est-ce que ce serait pas l'idée du siècle? Réponse, absolument pas. Screamboat, réalisé par Steven Lamorte, c'est le genre d'endroit où m'amène ma curiosité malsaine, parce que évidemment qu'un slasher tiré de Steamboat Willie, le court-métrage le plus connu de fucking Mickey Mouse, ça allait pas être bien. Et oui, après Peter Pan, c'est maintenant Mickey, ou plus exactement sa version du court-métrage de 1928, qui est tombé dans le domaine public. Et des tâcherons se sont empressés de faire un très mauvais film avec. Et le pire, c'est que c'est même pas le seul. Parce que quelques mois plus tôt, était sorti The Mousetrap, utilisant le même personnage, mais là, pour le coup, je l'ai pas vu. Faut pas déconner. C'est ultra cheap, c'est tout ce qu'on pourrait attendre d'un mauvais slasher, les morts sont même pas cool, l'incrustation du personnage, censé être tout petit, parce que vous comprenez, c'est une putain de souris, et foiré un plan sur 2, sa taille change selon la scène, vraiment, c'est raté. Et ça a même pas la politesse d'être marrant, en plus. Non, c'est juste nul. On souffre pendant 1h40, parce qu'en plus, le film ose dépasser les 90 minutes, alors qu'il a rien à raconter. Et je sais pas pourquoi repenser à ce truc m'énerve autant. Peut-être que c'est le souvenir de David Howard Thornton qui refait les mêmes mimiques que Art, mais déguisé en souris. C'était peut-être censé être marrant, mais en fait, t'as juste envie que ça s'arrête. Alors, on va arrêter. Et passer, enfin, au numéro 1. Et si vous l'avez vu, je pense qu'on doit avoir le même. Première position. Parce que c'est sans conteste le pire film que j'ai vu cette année. Et c'est peut-être même le pire film de la décennie. Ouais, jusque 2030. Je sais pas ce qui va sortir, mais on va difficilement faire pire. C'est bien sûr un film de plateforme, mais pire que ça, c'est un film qui se veut être une gigantesque pub pour sa plateforme et tout ce qui l'entoure. C'est le film le plus hilarant de cette liste. C'est le film le plus moche de cette liste. Oui, c'est Ice Cube devant son écran, avec le fond vert qui se reflète dans ses lunettes, parce que même en post-prod, ils en avaient rien à foutre. C'est La Guerre des Mondes, réalisée par Rich Lee, sur Amazon Prime. Et il n'y a aucun univers connu où c'était pas le pire film de l'année. Une nouvelle adaptation de La Guerre des Mondes de H.G. Wells, mais attention, il y a un twist.
parce que c'est tourné à la façon de Unfriended ou de la série de films Searching et Missing, c'est-à-dire qu'on ne voit que ce qui se passe sur les écrans des protagonistes. Et ça, c'est pas un défaut en soi, ça a déjà été bien utilisé pour faire des films compétents, mais ici, il y a rien, mais alors là, rien de compétent. Le plus gros problème du film, s'il faut en choisir vraiment un, c'est qu'on est coincé avec Ice Cube, qui doit réagir à ce qu'il voit sur son écran alors que c'est pas loin d'être la fin du monde dehors, et que ses enfants sont en danger. Vous avez vu passer des images, j'en suis sûr, mais la palette de jeux que ce gars nous a sorti, les amis, c'est du grand art. À base de froncements de sourcils et d'enlevage de lunettes, il nous fait tout ressentir, et quand je dis tout, c'est surtout de la sidération et beaucoup de rire devant une performance aussi catastrophique. Mais c'est pas le seul souci. Il faut parler des effets spéciaux aussi, sortis tout droit d'une mauvaise cinématique PS2, les twists qui n'ont aucun sens, le scénar en fait globalement n'a aucun sens, et puis ce final, cette publicité géante pour Amazon et son nouveau système de livraison par drone. Non mais c'est une folie d'oser se promouvoir comme ça dans un film qui, on le sait depuis le début, va être l'un des pires trucs produits ces 50 dernières années. Et je refuse de croire qu'ils n'étaient pas conscients d'à quel point c'était mauvais. Ou peut-être qu'ils se sont dit, foutu pour foutu, on sait que ça va être nul, alors autant se faire un peu de pub. Et ça rend le produit déjà catastrophique, carrément nauséabond. Pas sûr qu'on fera pire en 2026, mais ça m'étonnerait pas qu'ils essayent. Allez, on se retrouve dans quelques jours pour les premières sorties de l'année, et bientôt pour parler de bons films. Allez, ciao et bonne année.